Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Speed Théâtre. Aujourd'hui, nous recevons François Salle et Benoît Gaudriot qui viennent nous parler du spectacle Ça peut pas être pire, une pièce d'Éric Beauvillain qu'il joue en ce moment au Théâtre de l'Observance. Bonjour François. Bonjour Nadir. Bonjour Benoît. Bonjour Nadir. Bonjour à tous. Bonjour à tous nos auditeurs, enfin à tous ceux qui vont écouter nos podcasts Speed Radio. Alors, lequel de vous deux va avoir la lourde tâche de pitcher, je dis bien pitcher, pas bitcher, pitcher le spectacle qui s'appelle tout simplement Ça peut pas être pire. François, Benoît. Allez-y. Shifumi. Bon, ça peut durer des heures dans cette histoire. Alors, Ça peut pas être pire, c'est quoi ? C'est l'histoire de deux bras cassés. Deux personnes bourrées d'énergie, très enthousiastes, qui sont extrêmement positifs et qui partent du principe que dans la situation à laquelle ils sont, rien ne peut être pire. Et comme ils ont envie de réussir leur vie, ils se lancent dans une série d'aventures qui en théorie doivent fonctionner, mais en pratique il y a toujours ce petit grain de sable qui vient enrayer le moteur. Et en gros, pendant 1h15, on voit une véritable descente aux enfers de ces deux personnages extrêmement attachants, qui vont de péripétie en péripétie, mais qui gardent le moral parce qu'ils se disent tout le temps que ça ne peut pas être pire. Oui, oh là là, on a réveillé Benoît. Moi, on m'a dit à la radio, faut vraiment pas parler vite. Deux bras cassés, vraiment, ça faut pas l'oublier, qui auraient jamais mieux fait de se rencontrer, sauf pour le plus grand bonheur des spectateurs. Oui, des téléspectateurs. C'est pour après. Non, mais c'est parce qu'en fait, on a toujours des caméras dans la salle qui viennent nous enregistrer. On est en mondiovision. Ah d'accord, j'ai cru que vous aviez déjà signé pour une adaptation à la télé ou au cinéma. Oui, tout à fait. On n'est pas encore au courant, mais apparemment, c'est signé. Oui. Ah d'accord, oui. Oui, on a coupé Benoît, pardon. Non, on ne coupe pas Benoît, non, mais en effet, parce qu'en parlant de film, en effet, ça peut faire penser un petit peu à La Chèvre, mais plutôt de Pierre Richard, plutôt qui se prendrait toujours les pieds dans le tapis. Donc c'est vraiment ça, l'humour, un humour de répétition qui donne de ces personnages très clownesques et assez burlesques vraiment toute la saveur de cette comédie qui dure 1h10. Et comment vous êtes-vous retrouvés sur ce projet ? Ouais, écoutez, on avait le premier d'entre vous qui dit en couchant, je coupe, je préviens. Oui, et puis il y en a au moins un des deux qui se barrera aussi dans la foulée, à mon avis. C'est immonde. Ah bah merci, franchement merci, sympa. Le mec il nous reçoit, il nous invite, il dit qu'il est gentil quand il pense des trucs comme ça, il dit que c'est immonde, super bien, on y va. On a été réunis dans une autre comédie qui était un vaudeville, dans lequel on s'est beaucoup amusé, qui tourne encore, qui s'appelle Moi, mon mari, mes emmerdes. Et le metteur en scène, voyant nos deux personnages et nos deux personnalités vraiment qui s'opposent mais se complètent. Exactement, qui s'opposent et se complètent, s'est dit que ça marcherait très bien dans cette petite comédie où justement on joue sur ces deux, un peu le clown blanc et l'Auguste, voilà. Donc on a deux personnalités où sur scène vraiment on se répond bien, on est toujours dans une écoute, on est toujours en train de se renvoyer la balle. On sait que l'un et l'autre on se porte pendant le spectacle, et c'est ça qui donne aussi toute la force du spectacle. C'est pas seulement l'histoire, c'est aussi notre jeu, notre complicité qu'on a sur scène. Voilà, c'est un peu comme un match de ping-pong. Voilà, on fait les Jeux Olympiques avant les Jeux Olympiques en fait. Ouais, voilà, ça c'était... Non, mais j'étais en train de vous imaginer tous les deux en train de faire du ping-pong aux Jeux Olympiques. C'est juste ça, en fait, tout simplement. J'ai mon imaginaire qui travaille de temps en temps. Et oui, en effet, il faut obligatoirement une complicité nécessaire pour une comédie comme celle-ci. Si les deux comédiens s'entendent pas, ça peut pas marcher du tout, la crédibilité envers le public. Alors, techniquement, ça pourrait, parce que ça peut être une espèce de comédie dramatique aussi, ça peut être deux personnes qui ne s'aiment pas du tout. Mais là, effectivement, ce qui est vraiment chouette avec Benoît, c'est que ça fait 4 ans et demi qu'on se connaît et qu'on tourne ensemble très régulièrement. Et du coup, quand on est sur scène, on part de temps en temps en impro, parce qu'on casse le fameux 4e mur. Et du coup, il faut se suivre, parce que quand il y en a un qui part, il faut pas que l'autre reste derrière, sinon c'est pas drôle. Des fois, ça nous arrive. Alors, c'est vrai que peu de comédiens l'avouent, mais parfois, on peut avoir des trous de texte ou des bugs de texte. Non, ça arrive, c'est vrai. Il arrive aussi parfois que y ait des choses qui se passent dans le public ou dans le décor qui ne soient pas prévues. Et du coup, on peut pas couper. Donc on est obligé de jouer avec. Et le fait de se faire confiance, et cette complicité se ressent vraiment à ces moments-là, le fait de se faire... Il y a les téléphones qui sonnent de partout là. Non, ça sonne, Nadir, ça vibre. Super, mais on se sent pas seul ici. Non, justement, on est même plus nombreux que prévu. Du coup, cette complicité nous permet effectivement de rebondir et de passer au travers de tous les aléas qui peuvent arriver sur scène et en direct, comme tu dois t'en douter, toi, qui fais beaucoup de radio. Je n'en doute pas. Ça, des aléas en direct, on en a des paquets. Ça fait combien de temps que vous la jouez, cette pièce ?
Ça pourrait être pire, je précise. Ça peut pas être pire. Ça peut pas être pire, pardon. 1 an et demi. Ouais, ça fait 1 an et demi. Un an et demi. Un an et demi. Ouais. Et justement, au bout après 1 an et demi de représentation, ça a fait une belle tournée. Oui, tout à fait. Vous avez vu combien de dates de tournée avant de venir à Avignon? Je sais pas, 50, 60. Une cinquantaine de dates. Une cinquantaine de dates. Parce que d'habitude, c'est après Avignon qu'on a une cinquantaine de dates. Ah, mais nous, on est sur notre deuxième Avignon. Ah, c'est le deuxième, d'accord. Oui, parce qu'on est des dingues, nous. Mais oui. Vous étiez où l'année dernière? On était au théâtre du Forum, place de l'Horloge. Ah oui. À 12h12. Ah bah oui. Si vous voulez venir nous voir, c'est trop tard. Ah bah oui, maintenant parce qu'on il n'y faut est plus aller au théâtre de l'Observance. À quelle heure? 11h. À 11h. Voilà, c'est pour s'échauffer les zygomatiques. Voilà. Et pour pouvoir aller manger tranquillement après. Ben oui, tranquille. Et puis Mais si oui. les gens sont sympas, on prend l'apéro avec eux, tout se passe très bien. Ah bah ça c'est très intéressant. Si vous venez Mais voir avec le modération, spectacle, hein. voilà. Oui, bah, je peux... et avec des amis bien sûr aussi également. C'est un peu mieux. facile celle-ci. Quel est le retour que vous avez du public depuis 1 an maintenant, depuis que vous avez fait cet Avignon l'année dernière et avec cette grosse tournée que vous avez eue sur la saison précédente? Bah, ils s'embêtent. Non, je crois qu'on peut le dire. Non, mais ils s'embêtent. On est obligé de les secouer pour qu'ils sortent à la fin. Parce qu'ils sont tous endormis. On est d'accord, Benoît, c'est bien ça. Oui, c'est mais il est sympathique. On n'est pas sur FIP. Hein. Non mais attention. C'est pas France Culture, on peut déconner quand même. C'est ce qui ressort énormément, c'est toute l'énergie de la pièce, justement le fait que comme ça part un peu dans tous les sens, c'est le fait que s'il y a des tonnes de rebondissements, que justement il y a un côté très très ludique. Non, les gens sont vraiment se prennent au jeu de voir ces deux personnes se prendre les pieds dans le tapis et à toujours se demander mais que va-t-il leur arriver encore, c'est pas possible. Oui, et ce qui est très touchant, c'est que les retours, on les a aussi pendant la pièce, parce que c'est une pièce qui est légèrement interactive, c'est-à-dire qu'on fait participer le public, on participe avec eux. C'est pas basé là-dessus. On est d'accord que le texte est très bien écrit, c'est vraiment une pièce de théâtre, c'est-à-dire qu'il y a du jeu dedans, mais c'est vrai qu'on fait participer le public de temps en temps, et du coup, le public se prend vraiment en jeu en disant non mais les gars, là, ça va forcément marcher. Voilà, même eux se disent non, là, ça peut pas être pire. Même eux disent non mais attendez les gars, ça peut pas être pire. Donc on est à ce niveau-là, et donc les retours sont très positifs parce que ces deux personnages sont attachants en fait. Ils sont très attachants. Ils sont chiants, ils sont attachants, on peut dire. Non, ils sont juste attachants. Ah non, on n'est pas chiant du tout. Non, pas chiant dans le sens un peu comme l'était, parce que moi j'ai un peu ces personnes-là en référence. Il y a un petit peu ce qu'on pouvait appeler à une époque la mouche dans le lait, un peu comme l'étaient les Marx Brothers. Ouais, alors moi je pense plus Teletubbies, donc j'ai pas la référence. J'ai les Teletubbies et Karl Marx dans la tête, donc ça n'ira pas. Grand écart, les deux extrêmes. Complètement. Mais tiens, c'est d'actualité oui. Quand on parle d'extrême. Non, ils sont vraiment attachants proprement parler parce que quand je disais que c'est du théâtre, c'est qu'on a vraiment des choses à jouer et on se surprend quasiment tous les jours à y croire à nos conneries en fait. C'est-à-dire qu'on se lance dans des aventures, mais on y croit vraiment. Enfin, nous, on n'a pas le choix en tant que comédien. Si on n'y croit pas, le public ne peut pas y croire. Et on y croit et les gens s'attachent à nous. C'est-à-dire qu'ils se disent non, mais en fait, ils ont l'air sympas ces deux gars. Enfin, ça pourrait être n'importe qui. Ça peut être nos voisins, nos enfants, nos amis, nos machins. Et du coup, ouais, les gens s'attachent vraiment à nous et ils nous veulent vraiment du bien. C'est vrai que quand on vous voit comme ça, vous avez l'air sympathique. Hein. Ouais, non, mais ça, c'est que l'air, ça l'ange. Oui, mais je sais, je vois ça. Oui, enfin, ils nous veulent du bien. Bon, ils attendent la fin de la pièce, donc je sais pas s'ils nous veulent forcément du bien. Oui, c'est pas faux. Effectivement, j'avais oublié ce petit détail à la fin. Alors, ils ont un plaisir sadique à nous voir souffrir. Oh, est-ce que c'est vraiment un plaisir sadique? On a le public qu'on mérite. Voilà. Nous, on se donne du mal à monter sur scène. Eux, ils n'ont pas envie qu'on en descende. Voilà. C'est du donnant-donnant. Voilà. Et puis, si vous vouliez pas ça, il fallait faire du check-off. Oui, pas faux. Et alors, petite question pour un spectacle comme celui-là, donc qui est plus ou moins, oui, on va dire assez interactif. Quelle est l'anecdote la plus, j'allais pas dire aberrante, mais la plus étonnante que vous avez eue vis-à-vis du public par rapport à ce spectacle et toute cette saison que vous avez joué à Avignon et que vous avez tourné? Le truc qui vous vient, l'anecdote qui vous vient. Alors, je suis désolé. Ce que je vais dire peut paraître extrêmement commercial, mais on peut quasiment avoir une anecdote par jour. Bah oui, en fait, la raison elle est simple, c'est que comme le public participe, on peut avoir tout et n'importe quoi. C'est-à-dire que chaque représentation est différente. Le fil de l'histoire, la trame de l'histoire est toujours la même, mais il nous arrive très régulièrement avec Benoît, quand il se passe quelque chose de ridicule sur scène ou dans le public et qu'on décide d'en jouer pendant 1 minute ou 2, de se regarder dans les yeux et de s'accorder sur le fait qu'on va sauter une page de texte. Allez, tant pis, on est timé, c'est 75 minutes, c'est pas une de plus et certains n'en passent 5 de moins. Donc non, des anecdotes, on en a...
Ouais, on en a tous les jours. Là, ce matin, tiens, par exemple, prenons ce matin. Oui, parce que vous jouiez ce matin. C'est ça, on jouait ce matin, on fait monter un spectateur sur scène, on se rend compte, la salle est dans le noir, on la fait pas allumer, donc on se rend compte que le spectateur qu'on fait monter est un comédien, en tout cas, il a un t-shirt avec une affiche de spectacle dans lequel il joue, et quand on lui demande de se présenter quel est son métier, il nous dit qu'il est chauffeur VTC. Voilà, donc nous, on reste comme des idiots, parce que, ah oui, d'accord, oui, c'est ça, en fait. Il a voulu s'amuser à improviser. Ah non, parce qu'on se rend compte qu'en fait, à la fin, il est effectivement comédien sur Avignon, mais il est chauffeur VTC dans la vie de tous les jours. D'accord. Voilà. C'est pour ça, des anecdotes, on en a tout le temps. Mais c'est. Enfin, je sais pas si toi, t'as quelque chose. Non, mais c'est comme le spectacle est justement très interactif, il y a de l'impro, c'est vrai qu'il y a énormément d'anecdotes à chaque fois avec le public qui rit de choses très différentes et très variées. Donc, on en a eu des dizaines de moments de plaisir, de rire, où justement il y avait ce moment suspendu où on se dit mais qu'est-ce qui est en train de se passer, et tout le monde est embarqué dans ce qui nous surprend en fait, parce qu'on se laisse surprendre par notre propre jeu, et c'est ça qui est vraiment chouette. Et au bout d'une saison, j'allais dire, oui, comme vous le disiez tout à l'heure, vous arrivez encore des fois à vous surprendre l'un et l'autre sur scène. Ah, mais c'est tous les jours. Oui, enfin, à vous surprendre, oui, à vous taquiner, à vous faire des petits pièges. Ah, mais c'est même pire que ça, c'est que des fois on se surprend soi-même. C'est-à-dire qu'il y a une phrase qui sort, on se dit qu'est-ce qu'elle fout là, celle-là? Elle était pas censée être là. Et l'autre, du coup, il regarde, il fait mec, elle était pas là la phrase. Bon, on revient une page avant, on fait une page après. Ou on en rigole en fait. En fait, on monte sur scène avec une comédie, pas forcément pour amuser les gens, mais pour nous amuser nous. Ce qui peut paraître extrêmement égoïste, mais si sur scène vous réussissez déjà à prendre du plaisir, c'est contagieux. Ah, mais ça, c'est une obligation. Si vous n'arrivez pas, vous, à vous amuser sur scène, vous pouvez pas amuser le public. C'est ça. C'est obligatoire. Et j'avais posé une question. Voilà, je l'ai plus en tête. Qu'est-ce que j'avais posé comme question? Je sais plus. Je ne sais pas. L'heure qu'il est, la quelle couleur. heure est-il? Non. Oui. Est-ce que c'est l'heure de l'apéro? Non, pas du tout. Rien à voir. Non. Si, ça y est, je l'ai retrouvé. C'est à cause de François, ça. C'est ce que dit toujours Benoît. Comme quoi, vous êtes venu voir la pièce déjà. Ah oui. Et sans être allé observant, c'est quand même balèze. Et est-ce que dans l'avenir, il y a une éventualité à ce que cette pièce vienne un jour secouer, on va dire, le public parisien? Oui, il y a tout à fait des chances que ça puisse arriver, bien sûr. Enfin, on a tourné la pièce un peu partout en France, et pour l'instant, on attend pour voir s'il y a une opportunité à Paris, mais c'est tout à fait possible, tout à fait adapté au public parisien, enfin à tout public d'ailleurs. C'est ça, et le public parisien n'est pas forcément le Graal, hein, parce qu'au risque de me mettre du monde à dos, le public parisien a tellement de choix que le public est très, très difficile aussi. À Paris, il y a énormément d'invitations qui sont données, donc dès que les gens doivent débourser quelques euros, ils attendent quelque chose d'exceptionnel, et s'ils ne rient que pendant 1 heure au lieu d'1 heure et quart, ils peuvent être déçus. Moi personnellement, je m'éclate beaucoup plus en tournée que sur Paris, parce qu'effectivement en tournée, on a l'impression que les gens sont beaucoup plus impliqués, c'est beaucoup moins timé, parce que Paris c'est un peu Avignon. Hein. C'est-à-dire qu'on enchaîne les pièces, on a très peu de temps. Je suis tout à fait d'accord. Paris, on peut pas sortir avec les gens pour les remercier d'être venus nous voir, par exemple. Mais oui, c'est tout à fait possible. Après, c'est aussi pour ça qu'on fait Avignon, hein, pour trouver des programmateurs. Bien sûr, oui. Moi, je pensais plus à Paris parce que, comme tu disais, François, c'est compliqué déjà d'y être programmé. C'est comme tu disais, toi-même sur le Graal, il y a beaucoup de spectacles qui, voilà, après avoir cartonné un Avignon ou deux, ils entendent c'est magnifique, on a une opportunité de jouer à Paris. Comme tu dis, voilà, pour eux, c'est le Graal. Mais il est vrai qu'au fur et à mesure des émissions, j'entends énormément de compagnies qui me disent non, franchement, Paris, c'est pas notre rêve le plus fou, parce qu'on préfère jouer en tournée, parce que le public qui est pas le même, c'est un public qui est beaucoup plus. Alors, c'est un peu péjoratif ce que je vais dire. Je vais être un peu, je vais me prendre des commentaires de haine de la part des Parisiens dans la gueule. C'est un public qui est plus vivant en tournée que dans les salles parisiennes, parce que justement ils enchaînent moins de spectacles, il n'y a pas autant de spectacles que le public de Paris, donc ils sont plus réceptifs aux spectacles qu'ils voient sur les dates de tournée, que ce soit en banlieue, même parisienne ou ailleurs. Et c'est vrai que j'entends de plus en plus que le public de tournée est beaucoup plus
Les comédiens, il est plus présent. Ils prennent plus de plaisir à jouer devant un public de tournée que devant un public parisien. Tout à fait. Et accessoirement, souvent en tournée, les salles sont plus grandes aussi que les théâtres sur Paris. Alors qu'on s'entende, jouer une pièce de théâtre, j'en sais rien, dans un théâtre extrêmement connu parisien avec 200-250 places. Oui, ça doit être un kiff tous les jours. Bien sûr. Mais 80-90% des théâtres parisiens sont des 50 places. Et 50 places, déjà nous en tant que comédiens, pour gagner notre vie, c'est pas forcément. C'est compliqué, bien sûr. Voilà, c'est ça. Donc il vaut mieux aller en province dans des théâtres un petit peu plus grands. Maintenant, effectivement, comme Benoît et moi résidons tous les deux sur Paris, le fait de jouer sur Paris nous permettrait de pouvoir faire autre chose dans la journée, des tournages, des pubs, etc. Ou de l'écriture ou d'autres pièces de théâtre, peu importe. Mais c'est vrai qu'on s'amuse beaucoup plus en tournée que sur Paris. Par contre, on se fait tanner par nos followers qui disent quand est-ce que vous venez sur Paris? Nous, on a envie de vous voir. Voilà, ça c'est la rançon du succès. Quand on a du monde qui vous suit sur les réseaux sociaux. Ils vous attendent plus là où ils sont plus que là où vous voulez aller. Tout à fait. J'ai dit une bêtise, non, j'ai dit une... Pas forcément pour terminer. Non, c'est pas pour terminer, non, mais on va pas terminer du tout. Non, j'étais en train de réfléchir à l'auteur. Est-ce que l'auteur, quand il a écrit cette pièce, justement, ça peut pas être pire, il avait déjà une idée de vous choisir tous les deux pour ce spectacle-là? L'auteur, on ne le connaît pas. Ah, vous ne l'avez pas rencontré? Je pensais que vous aviez rencontré l'auteur, pardon. Non. Donc je ne sais pas s'il nous aurait choisi. J'en suis persuadé qu'il nous aurait choisi. Oui. Mais non, pour répondre à cette question, c'est donc notre metteur en scène qui a découvert ce texte et qui l'a trouvé très bien à cause de son absurdité. Et donc nous, on serait très heureux de rencontrer l'auteur. Mais je ne sais pas si lui serait heureux de nous rencontrer. Ah bah il n'a pas encore vu vos spectacles. Mais en tout cas, il passerait un bon moment. Ah bah comme tous les spectateurs depuis une saison justement d'ailleurs. C'est ça. Ah la vache. On a oublié de citer, pardon. On coupera parce qu'en fait je cherchais le nom de votre metteur en scène. Voilà. Et on a oublié de citer, voilà, justement, puisque vous en parliez, votre metteur en scène Nicolas Gilles. Ça fait combien de temps que vous le connaissez justement, Nicolas, que vous travaillez avec lui? Moi, ça fait une dizaine d'années que je le connais. Je fais plusieurs comédies avec lui, tout aussi déjantées les unes que les autres. Et quant à toi, François, ça fait... moi, ça fait 4 ans. Donc 4 ans, quelques années que vous vous connaissez mutuellement, en fait, tous les trois. C'est ça. Et en fait, c'est un petit peu... C'est un petit peu une relation de couple, entre guillemets. C'est vous aimez la personne pour ses défauts et puis vous lui reprochez ses qualités. Et c'est... en fait, c'est super drôle parce qu'avec Nicolas... Alors, soit il en a rien à faire de nous, soit il nous fait une confiance aveugle. Nicolas, si tu nous écoutes. Mais en fait, Nicolas nous confie les clés du camion, il nous met en scène et puis c'est débrouillez-vous. Parce qu'il sait qu'on s'écoute. Avec Benoît, on est tous les deux très perfectionnistes et on fait vraiment attention à faire en sorte que le public passe un bon moment et qu'on respecte la mise en scène telle que Nicolas nous l'a donnée. Il y a une vraie relation de confiance. C'est-à-dire qu'on entend parfois des comédiens dire « Attention, il y a le metteur en scène, il faut rejouer normalement ». Alors que nous, c'est l'inverse en fait. Quand on trouve des conneries, c'est quand le metteur en scène est là qu'on les fait. Voilà, comme ça au moins... Justement pour qu'il les valide. Qu'il les valide ou qu'il les invalide. D'ailleurs, il est venu nous voir ce matin. Ça nous a fait un bien fou. Et les retours n'étaient pas du tout sur la mise en scène, mais éventuellement sur 2-3 intentions qui s'étaient un petit peu écartées ou une énergie parce que l'excitation et quoi que ce soit qui est à réajuster. Mais Nicolas est un directeur de théâtre également à la Comédie de Limoges. Et c'est quelqu'un de vraiment très, très gentil, très accessible, très abordable. Oui, qui utilise vraiment chaque personnalité qui met en scène et il va le laisser vraiment habiter son personnage avec sa patte et il va guider nos matières avec ce qu'on lui propose. Donc il donne des axes et puis il nous donne une belle liberté de travail par rapport à nos personnalités. Ça, c'est vraiment très agréable. Donc c'est un plaisir à travailler avec lui autant que travailler tous les deux depuis quelques années maintenant. C'est ça, on est embêtant. Non, absolument pas. On prend du plaisir à bosser justement ensemble, on prend du plaisir avec un metteur en scène, on prend du plaisir sur scène. Et si justement, s'il n'y avait pas ce plaisir, je pense que clairement, vous feriez un petit peu chier sur scène, même avec un truc comme celui-là. Et les spectateurs aussi à venir vous voir. Aussi, oui, voilà. Du coup, vous n'auriez même pas un thé dans Télérama, c'est sûr. D'ailleurs, je ne sais même pas si je viendrai voir ce spectacle-là. Est-ce que, là je parle plus séparément l'un et l'autre, est-ce que, en dehors de donc, cette pièce qui est une véritable comédie, est-ce qu'il y a un rôle de théâtre, on va rester sur le théâtre, que vous rêveriez un jour de jouer, que ce soit de la comédie comme du drame?
Bon, je m'y colle parce qu'on se regarde tous les deux. Alors la réponse est non. Non, alors déjà parce que ça me permet de mettre au grand jour mon inculture théâtrale, sans doute pour commencer. Et c'est surtout que pour moi, les rôles éventuellement qui peuvent inspirer sont des rôles qu'on a vu jouer par certaines personnes et qui nous ont fait rêver. Mais quand on se retrouve avec le rôle sur les bras, on n'est pas sûr d'en sortir la même chose. Donc moi, à la limite, j'ai envie de dire que n'importe quel rôle que je dois jouer me fera plaisir parce que, sans forcément rentrer dans l'incarnation du personnage, bien entendu, oui. Si un rôle a été écrit, qu'on le comprenne ou qu'on le comprenne pas, l'auteur, à un moment donné, a donné vie à ce personnage dans sa tête, donc il faut s'en rapprocher le plus possible. Donc déjà, ça fait jouer les neurones. Et une fois qu'on s'est rapproché de ce personnage, le comédien est celui qui connaît le plus le personnage qu'il joue, parce que l'auteur, le metteur en scène, doit s'occuper de tous les personnages. Nous, on a besoin de ne s'occuper que d'un personnage. Donc finalement, pour moi, chaque personnage est très intéressant à jouer, parce que s'il a beaucoup de texte et qu'il a des choses à dire, éventuellement les défendre, intéressant ou non, il faut essayer de comprendre pourquoi il en arrive à cette logorée verbale comme celle que je suis en train de vous faire. D'ailleurs, il va vraiment falloir que je trouve un bon psy. Ou à l'inverse, si la personne n'a pas grand-chose à dire, pourquoi est-il introverti, par où est-il passé? Et du coup, ça fait une gymnastique intellectuelle très intéressante. Donc pour ma part, tous les rôles sont intéressants à jouer. Et donc Benoît, maintenant je pense que tu as eu largement le temps pour réfléchir à la réponse que Nadir nous a posée. Tu l'as même peut-être déjà oublié tellement j'y parlais. Tu vas voir que si ça se trouve, il va juste répondre oui. ça pourrait. Et je vous remercie Nadir d'avoir posé cette question et justement on n'est toujours pas sur France Culture. Il est peut-être en train de. Non, mais je répondrai également que c'est à chaque fois une découverte de trouver un rôle. Donc est-ce qu'il y a un rôle que je rêve de jouer En fait, qui vous marque et qui vous auriez oui, peut-être éventuellement oui. Je sais pas. Oh ben un rôle qui marque, ce serait un rôle de boxeur. Ça marque. Oui, d'accord, très bien. Alors j'ai dit on n'était pas sur France Culture, maintenant on est passé aux grosses têtes. D'accord. J'ai jamais su me gosser comme Philippe Bouvard. Non, moi j'aime bien me laisser surprendre par les différentes découvertes qu'on m'amène. Je joue plusieurs rôles très variés. L'important c'est j'aime bien ne pas m'enfermer dans un seul rôle, donc je peux jouer tant des comédies que des pièces un peu plus dramatiques, donc du classique comme du contemporain, c'est vraiment voilà. Donc là, ce qui m'amuse c'est de voyager avec les personnages, donc c'est ce qu'ils vont m'apporter dans leur imaginaire et d'avoir cette structure. Donc c'est ça qui est génial avec le fait de jouer, c'est de pouvoir s'inventer plusieurs vies. Donc il n'y a pas un rôle en particulier qui me plaît, c'est la multiplicité des rôles qui m'intéresse. Et à chaque fois que je rentre dans les pieds d'un personnage, c'est d'un seul coup m'inventer toute une nouvelle histoire. Donc il n'y a pas un rôle. Moi j'aime 15-20 rôles qui vont me plaire. Enfin, c'est jouer, c'est voyager. Donc vous comprenez pourquoi on fait ce métier-là, parce qu'en fait on se fait tellement chier dans notre vie qu'on a envie de prendre la vie d'autres personnes. Voilà, c'est super. Et on reviendra, tiens, ce théâtre. Et vous les prenez bien d'ailleurs, la preuve du avec plaisir, le c'est succès clair. de ce spectacle. Alors pour terminer ce podcast, je vais vous poser la même question à tous les deux, mais vous n'avez pas le droit de vous concerter ni de répéter ce que l'autre dit. Vous allez chacun me chercher 3 mots. Donc sans vous concerter et sans réfléchir et sans que ce soit les mêmes bien sûr, pour donner envie aux spectateurs, à nos auditeurs de Speed Théâtre, de venir voir votre spectacle, ça peut pas être pire, si jamais ils ne sont pas déjà venus. Là, pour commencer. Ah bah oui, non mais il est... Oui, moi je les ai, moi je suis prêt, si tu veux réfléchir, je les ai. François, vas-y, alors François, voilà. Joie, vitalité, bonheur. Là, il est dans la merde parce que je pense qu'il avait les mêmes. En fait, là, vu la tête qu'il fait, c'est qu'il devait avoir les mêmes. Non, mais ça vient de la pièce en plus. Donc c'est pour ça. Bah oui, bah c'est pour ça aussi qu'il les avait. Non, absurde, burlesque et bourré d'énergie. Oui, bourré d'énergie en un seul mot. En un seul mot. Oui, bourré d'énergie. Ah, je savais pas, ça marche au Scrabble. Ça marche. Ça fait toute la ligne en diagonale, on est très bien. Ah putain, j'ai jamais essayé moi, c'est chiant ce jeu. Faudrait que j'essaye. Bah merci, vous venez de m'apprendre comment gagner en un seul machin au Scrabble. C'est super. Comme quoi le spectacle peut aussi servir quand on fait l'interview. Tout à fait. Et ben sur cette note Scrabblesque, on va dire, je sais même pas si je m'en fous, mais alors c'est royal. À cette heure-ci, on peut se permettre. Une certaine heure, on peut s'en foutre. Et puis on a dit qu'on n'était pas sur France Culture. Donc non, on n'est pas sur France Culture, on n'est pas sur FIP, on s'amuse. Ici, on passe un très bon moment et j'ai vraiment passé un très très bon moment avec tous les deux, François et Benoît. Merci beaucoup. Merci à toi, Nadir. De votre venue. Donc je rappelle, le spectacle, ça peut pas être pire.
Spire, une pièce d'Éric Beauvillain, mise en scène par Nicolas Gilles, que vous jouez au Théâtre de l'Observance tous les jours, sauf les mardis, où vous êtes de relâche, à 11h. Exactement. Quant à nous, on se souhaite une agréable fin de journée. On se retrouve très bientôt pour un prochain podcast Speed Radio. Bonne journée à tous. Bonne journée. Bonne journée.